Bonjour à tous et bienvenue sur Curiositem. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'histoire absolument fascinante de l'un des ordres les plus célèbres et, disons-les, les plus mystérieux de toute l'histoire, les Templiers. Et on commence direct avec la grande question. Comment un ordre qui a été anéanti il y a 7 siècles peut-il être encore aussi présent dans nos esprits? C'est quand même fou. Leur histoire, c'est un cocktail incroyable de piété, de puissance militaire, de génie financier et de complot. Alors, il est temps de démêler un peu le vrai du faux. Parce qu'on les retrouve absolument partout. Des jeux vidéo comme Assassin's Creed, aux énormes best-sellers comme le Da Vinci Code, le mot Templier est devenu une sorte de marque, un symbole qui évoque tout de suite des trésors cachés, des sociétés secrètes, bref, de quoi alimenter des tonnes de théories du complot. Puis, on s'attaque à une histoire incroyable. L'ascension fulgurante des Templiers. On va voir ensemble comment une toute petite poignée de chevaliers a réussi à construire un véritable empire, à la fois militaire et financier. C'est un mystère qu'on va tenter de percer en se basant, bien sûr, sur les sources de l'époque. Tout commence en Terre Sainte, juste après la première croisade. Nous sommes aux alentours de l'an 1100. Jérusalem vient d'être reprise par les chrétiens et forcément les pèlerins d'Europe affluent. Mais attention, le voyage est très loin d'être une promenade de santé. C'est un véritable cauchemar. La réalité du pèlerinage, elle était absolument brutale. Les récits de l'époque, ils sont sans appel. Les routes qui mènent à Jérusalem sont infestées de bandits. Des familles entières sans défense se font attaquer, détrousser, tuer. Le chemin vers le salut est littéralement pavé de cadavres. Et c'est dans ce chaos que tout bascule. Un chevalier français, un certain Hugues de Payns, décide qu'il faut faire quelque chose. Avec seulement 8 autres compagnons, ils fondent une petite confrérie, les pauvres chevaliers du Christ. Leur but au départ est on ne peut plus simple et pragmatique, assurer la sécurité des voyageurs sur ces routes mortelles. J'adore cette image, parce qu'elle résume parfaitement leur mission de départ. On n'est pas encore dans la grande stratégie militaire, non. C'est vraiment une sorte de service d'escorte, une assistance routière pour les chemins les plus dangereux de l'époque. Ils sont là pour protéger, pour dépanner tout simplement. Et cette petite milice, elle va très vite prendre du galon. Dès l'année suivante, en 1120, le roi de Jérusalem lui-même leur accorde sa confiance et un QG, et pas n'importe lequel, une partie de la mosquée Al-Aqsa sur le mont du Temple. C'est de là que viendra leur nom, les Templiers. Mais le vrai tournant, c'est en 1129. Au Concile de Troyes, en France, l'ordre est officiellement reconnu par le pape. En à peine 10 ans, ils sont passés d'un petit groupe d'autodéfense à une institution validée par les plus hautes autorités. Alors maintenant, passons à la deuxième grande étape de leur histoire. On va voir comment ce petit service de protection s'est mué en une redoutable machine de guerre. Leur mission va complètement changer d'échelle. Face aux menaces permanentes des armées musulmanes, escorter des pèlerins, ça ne suffit plus. Ils deviennent le fer de lance militaire des royaumes chrétiens, une force de frappe toujours prête, chargée de défendre les territoires conquis. Mais qu'est-ce qui les rendait si forts? Les chroniques sont unanimes. C'était un mélange unique de ferveur religieuse et de discipline militaire. Contrairement aux armées de seigneurs qui se rassemblaient pour une bataille puis rentraient chez elles, les Templiers, eux, étaient une force permanente, toujours mobilisés, ultra disciplinés. Et sur le champ de bataille, leur réputation était simple. Premiers à charger, derniers à battre en retraite. Une tactique qui, évidemment, terrorisait leurs adversaires. Leur puissance, elle n'était pas seulement humaine, elle était aussi gravée dans la pierre. Ils ont construit tout un réseau de forteresses imprenables sur des points stratégiques, des nids d'aigles comme le château de Montréal ou la forteresse de Belvoir, pour quadriller et défendre le territoire. Et c'est là qu'on voit tout leur génie. Ces châteaux, ce n'étaient pas que des bases militaires. Les sources nous disent bien qu'ils avaient une double fonction. C'était aussi des coffres forts, des lieux inviolables où ils pouvaient stocker en toute sécurité des richesses, ce qui nous amène tout droit au troisième et dernier pilier de leur pouvoir. Alors explorons cette facette, souvent moins connue mais absolument fondamentale des Templiers, leur incroyable puissance économique. D'où venait tout cet argent? On peut simplifier en disant qu'il venait de 3 sources principales. D'abord, et c'est énorme, les dons de terres et de propriétés que leur faisaient les nobles dans toute l'Europe. Ensuite, les revenus de leurs propres domaines agricoles. Et enfin, une série d'innovations financières qui étaient pour l'époque totalement révolutionnaires. Le cœur de leur système économique, c'était ça, un réseau de centaines de fermes fortifiées, les commanderies. Il faut imaginer de gigantesques domaines agricoles, un peu partout en Europe, gérés comme de véritables entreprises pour maximiser les profits. C'est ça qui finançait l'effort de guerre en Orient, avec des céréales, du vin, des chevaux et surtout énormément d'argent. Et là, on touche à leur plus grande innovation. Ce système est absolument génial. En gros, les Templiers ont inventé l'ancêtre du chèque de voyage. Un noble pouvait déposer son or dans une commanderie, à Paris, il recevait une lettre de change, un bout de papier codé,
Et avec ça, ils pouvaient retirer la somme équivalente à Jérusalem. Plus besoin de voyager avec des sacs d'or. C'était sécurisé, c'était efficace, et ça a fait d'eux les banquiers de l'Europe. La confiance qu'on leur portait était absolue. On parle des gens les plus puissants du monde de l'époque qui leur confiaient tout leur argent. Le roi de France déposait le trésor du royaume au temple de Paris. Le roi d'Angleterre faisait pareil à Londres. Même le pape leur demandait de collecter les impôts pour lui. Ils étaient devenus, littéralement, le coffre-fort de la chrétienté. Alors, si on résume, des guerriers d'élite, des moines dévoués et des financiers de génie. En moins de 200 ans, les Templiers ont construit une sorte de multinationale d'une puissance sans précédent. Mais une question se pose. Une telle accumulation de pouvoir, militaire, spirituel et surtout économique, est-ce que ça pouvait vraiment durer? L'histoire nous montre que de tels empires finissent toujours par attirer la jalousie et la peur. Et ça annonce une suite beaucoup plus sombre. Alors, après avoir exploré l'ascension fulgurante des Templiers, il est temps de creuser au sens propre du terme. On va plonger sous les pavés de Paris pour découvrir ce qu'il reste vraiment de leur incroyable quartier général. Qu'est-ce que les fouilles nous révèlent sur leur vie de tous les jours, bien loin des champs de bataille? Vous savez, au cœur de Paris, juste sous le carreau du Temple, des archéologues ont fait un véritable voyage dans le temps. Et cette citation d'une des membres de l'équipe, elle résume tout parfaitement. Ils ont ouvert les archives de la Terre. C'est un accès direct, sans filtre, à ce qu'était le quotidien de l'ordre le plus puissant de France. Pour bien se rendre compte de ce que ça représente, imaginez un peu. 4000 mètres carrés. C'est presque la taille d'un terrain de football, ouvert en plein milieu de Paris pour sonder l'histoire. Un projet absolument colossal qui, forcément, a mis au jour des découvertes assez extraordinaires. Et ce qu'ils ont trouvé, ce ne sont pas juste quelques vieux murs. Non, c'est tout un écosystème qui est remonté à la surface. On parle d'un immense cimetière qui nous montre qu'une communauté vraiment dense vivait là. Un système hydraulique super sophistiqué, une rareté pour l'époque, qui prouve leur génie technique. Et bien sûr, les fondations de leur église, de leur cloître, mais surtout des objets du quotidien, des poteries, qui nous racontent leur histoire intime, leur vraie vie. Et c'est peut-être là la plus grande surprise. Les ossements, ils nous racontent une histoire complètement différente de celle qu'on imagine. En étudiant 179 squelettes, les scientifiques ont découvert une population en super bonne santé, sans les traumatismes typiques d'une vie de guerrier. On est très loin d'une image du moine soldat. En fait, à Paris, les Templiers, c'était avant tout les cadres dirigeants d'une multinationale. Des gestionnaires, des artisans, des agriculteurs, les piliers d'un empire économique. Et parfois, il suffit d'un seul petit objet pour tout éclairer. C'est le cas avec cette boucle en bronze doré. Elle a été trouvée sur un squelette juste à côté de l'église. Et c'est un indice capital. Pourquoi ? Parce qu'elle ressemble de façon frappante à une autre boucle, portée par un haut dignitaire dont le gisant est à Londres. Le soin apporté à sa tombe le confirme. Cet homme n'était pas un frère comme les autres. C'était sans doute une figure majeure de l'enclos de Paris. Bon, maintenant, quittons cette vie quotidienne révélée par l'archéologie pour aborder les événements dramatiques qui ont mis un point final et de manière brutale. La chute des Templiers, ça n'a pas été une lente décadence, non. Ça a été un véritable coup de tonnerre, orchestré au plus haut sommet de l'État. L'opération a été d'une efficacité redoutable, presque chirurgicale. Il faut dire que le roi, Philippe le Bel, qui devait une fortune à l'ordre, a planifié cette rafle pendant des mois. L'ordre d'arrestation a été envoyé en grand secret et il est resté scellé jusqu'au tout dernier moment. Et puis, au petit matin du vendredi 13 octobre 1307, un jour qui allait marquer l'imaginaire pour toujours, le piège s'est refermé. D'un seul coup, toutes les commanderies de France ont été encerclées, tous les frères arrêtés en même temps. La surprise a été totale. Pour justifier une action pareille, il fallait des accusations spectaculaires, des trucs capables de choquer tout le royaume. Il fallait transformer les Templiers en ennemis de la foi. Alors on les a accusés d'hérésie, de blasphème, de rituels obscènes. Des accusations basées sur des rumeurs qui allaient bientôt être confirmées par des aveux obtenus sous la torture. Tout ça s'était calculé pour retourner l'opinion publique contre un ordre qui, jusque-là, était pourtant vénéré. Et la preuve de cette machine judiciaire implacable, eh bien, elle existe, on peut la voir. Ce parchemin, qui fait 22 mètres de long, c'est ni plus ni moins que le procès-verbal des interrogatoires de Paris. Il détaille, nom par nom, les aveux des 138 Templiers. C'est une archive absolument terrifiante. Elle témoigne de la pression monstrueuse qui a été mise sur ces hommes, arrachés à leur vie pour se retrouver face à l'Inquisition. Les Templiers étaient pris au piège, un piège diabolique. Le choix était juste impossible. Soit tu avoues des crimes que tu n'as pas commis pour espérer sauver ta peau, mais tu vis le reste de tes jours dans le déshonneur, marqué comme un hérétique, soit tu nies, et là c'est la prison à perpétuité.
Et le pire du pire, c'est que si tu avoues, puis que tu te rétractes en disant la vérité, tu es considéré comme relapse et c'est le bûcher direct. À Paris, sur 138, seuls 4 ont résisté jusqu'au bout. Le point final de cette tragédie, c'est l'exécution du grand maître, Jacques de Molay. Après des années de prison, au moment de son verdict final, il se dresse et il crie son innocence. Il revient sur tous ses aveux. La réaction du roi est immédiate et sans pitié. Le soir même, il est conduit sur l'île de la Cité, à Paris, et il est brûlé sur le bûcher. Sa mort scelle la fin officielle de l'ordre du Temple. Mais la fin de l'histoire des Templiers n'est en fait qu'un début. On va maintenant passer de la fin historique de l'ordre au mythe tenace et au puissant héritage qu'ils ont laissé derrière eux. Et vous allez voir, c'est fascinant. C'est la question qui a tout déclenché, la question qui a fondé la légende. Malgré les inventaires hyper méticuleux du roi, le fameux trésor des Templiers, cette richesse légendaire, n'a jamais été retrouvé. Est-ce qu'il a été caché juste avant la rafle? Et s'il ne s'agissait pas tant d'or que d'archives secrètes ou de reliques sacrées? Ce mystère, c'est le terreau sur lequel la légende templière va grandir et prospérer pendant 700 ans. Et cette légende, aujourd'hui, elle est absolument partout. Dans la culture populaire, bien sûr, comme dans le Da Vinci Code ou Assassin's Creed, la franc-maçonnerie a aussi adopté une partie de leur symbolisme. Mais cet héritage a aussi une face bien plus sombre. Leur imagerie a été récupérée par des groupes extrémistes qui se réclament d'un prétendu choc des civilisations, et même par des cartels de la drogue au Mexique qui utilisent leur nom comme un symbole de puissance. Alors, pourquoi est-ce qu'on est encore fasciné par eux aujourd'hui? L'historien Dan Jones le résume parfaitement. Les Templiers, c'est un paradoxe. Des moines guerriers, des banquiers ultra-pieux, une organisation surpuissante détruite par un complot d'État. C'est ce mélange d'étrangeté et de familiarité qui leur donne cet attrait qui ne se démode pas. Et c'est la question finale qu'on peut se poser. En détruisant l'ordre de manière aussi spectaculaire, est-ce que Philippe le Bel n'a pas, sans le vouloir, assuré leur immortalité? C'est peut-être justement parce que leur fin a été si brutale et si injuste que leur histoire continue de nous captiver et de laisser la porte ouverte à tous les fantasmes. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation de Curiositem. Si ce voyage dans le temps a suscité votre intérêt, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et surtout à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et bien sûr, le plus important, abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines explorations. À très bientôt. Le monde est plein de curiosités. Découvrons-les ensemble.